Je reçois aujourd'hui Paul-Antoine Martin. Vous ne l'avez évidemment pas manqué puisqu'il est partout dans les médias, vous faites la tournée La Générale. Alors peut-être que tout n'est pas encore paru, mais en tout cas vous êtes invité partout. Je suis invité dans plusieurs endroits, effectivement. Alors expliquez-nous pourquoi vous êtes invité. Je suis invité parce que j'ai fait paraître le 11 janvier dernier mon livre Le Clan des Seigneurs aux éditions Max Milo. C'est un livre qui est un récit qui est sous la forme témoignage et dans lequel je raconte l'état d'esprit, le mode de fonctionnement, le comportement des hauts fonctionnaires que j'ai pu côtoyer pendant une douzaine d'années, pendant une partie de ma vie professionnelle. Alors, vous faisiez quoi dans la vie ? Alors moi, je suis pas fonctionnaire, j'ai travaillé une quinzaine... C'est pas une tare, vous pouvez l'avouer sans risque. Je le précise quand même au départ. Donc je regardais donc ces gens de façon tout à fait, neutre. Ouais. Voilà. Et j'ai travaillé une quinzaine d'années dans le privé, dans des grandes sociétés à la fois pétrolières ou dans la grande industrie française. Et puis j'ai travaillé une quinzaine d'années. C'était quoi votre métier concrètement ? Je suis ingénieur, je suis diplômé de Centrale Supélec. Ouais. Et dans la deuxième partie de ma carrière, pendant une quinzaine d'années, j'ai travaillé dans le monde portuaire et dans le monde ferroviaire, et donc dans un établissement public de l'État. Qui était ? Qui était un port. D'accord, on n'en saura pas plus. Non. Et donc, vous avez rencontré quel type de hauts fonctionnaires ? Alors, j'ai croisé de nombreux hauts fonctionnaires, à la fois appartenant au corps des ponts et au groupe de l'ENA, dans différents corps de l'ENA. Donc, voilà. Corps préfectoral, corps préfectoral, corps de l'inspection des finances, corps... Ils ont toujours une idée sur tout. Mais ils savent. Voilà, ils vont vous expliquer pourquoi vous avez tort. Mais ils savent. Et qu'est-ce que vous dites de tous ces gens-là dans votre livre ? Eh bien, ce qui ressort en fait de mon observation régulière au fil du temps, chaque mois. En fait, je l'ai côtoyé tous les mois, en fait tous les jours en fait, certains plus que d'autres, et j'ai pu, noter des faits, tout un tas d'anecdotes à partir desquelles j'ai essayé d'établir une sorte de portrait psychologique de ces individus. Et j'en retire avant tout un esprit de caste extrêmement fort, qui est caractérisé par à la fois des hommes qui bénéficient de privilèges tout à fait particuliers, voire exubérants, voire incroyables, et puis un regard, pour ceux qui sont en dehors de la caste, un regard méprisant, arrogant, et un regard d'absolue certitude par rapport à leur position et leur savoir, et leurs opinions, et leurs décisions. Alors, expliquez-nous ce qu'est une caste. Une caste, c'est un groupe qui se constitue avec des gens qui bénéficient de façon assez homogène à l'intérieur du groupe de privilèges très importants et qui ont un regard d'exclusive par rapport à tous ceux qui n'en font pas partie. C'est-à-dire qu'ils se positionnent vraiment à l'écart, ils vivent dans un entre-soi, ils vivent avec des schémas mentaux, des schémas de pensée, des façons d'interpréter le monde qui sont semblables, et ils ont un regard par rapport aux gens qui sont à l'extérieur de la caste, qui est un regard plutôt hautain, plutôt de supériorité. Alors concrètement, par exemple, donnez-nous un exemple de privilèges et de sentiment de supériorité de ces hauts fonctionnaires que vous avez croisés et que vous brocardez. Que je dénonce. C'est l'état d'esprit que je dénonce. Alors je ne dis pas que les hommes sont mauvais quand ils rentrent dans ce système-là, mais le système finit par pervertir nombre d'entre eux et les transforme en personnages qui peuvent être assez peu agréables à côtoyer. J'ai côtoyé, alors je vais répondre à votre question, mais j'ai côtoyé... Il fait l'énarque, il le voit. Des hommes qui ont, dans ma carrière, qui ont fait partie et qui font toujours partie du corps des ponts, par exemple, mais tellement brillants, tellement bons, tellement pleins de conviction et envie de servir l'État, qu'ils ont été malheureusement évincés et ils sont partis dans le privé pour faire des carrières internationales. Donc c'est vraiment paradoxal.
Bilan, j'ai plutôt trouvé des gens qui n'avaient pas forcément foi dans le pays, restant parmi ces hauts fonctionnaires, et j'ai vu à l'extérieur des gens qui sont partis, qui eux, par contre, avaient une grande foi. Alors, quel type de grands privilèges vous a choqué? Le plus grand privilège que j'ai vu, le plus exorbitant, le plus incroyable, c'est l'impunité. Qu'est-ce que vous appelez l'impunité? Alors, pour moi, l'impunité... Je vais quand même vous taquiner un peu, parce que... mais je veux bien. Je sais que pour l'opinion, c'est facile de dénoncer l'hierarchie, je le fais. Le courrier des stratèges parle beaucoup de la caste, mais est-ce qu'il y a vraiment une impunité? Oui. Alors, dites-nous un exemple d'impunité. Un exemple d'impunité. J'ai côtoyé... Alors, je vais vous en donner deux. Allez-y. Un premier, j'ai eu à connaître donc un dirigeant d'un établissement public important en France, qui a été nommé donc sur un outil industriel de grande envergure, avec un impact socio-économique très large sur une région. Cet individu totalement autiste, à tout conseil, à totalement fermé, on va dire. Fermé. Autiste. Bon. Parce qu'après, je reçois des commentaires de la discrimination contre les autistes. Fermé, voilà. C'est pas mon objectif, mais fermé à tout conseil, à toute innovation, à toute créativité, etc. Et il est resté comme ça à prendre donc ses décisions en lui-même pendant plusieurs années, et il a littéralement... Envers et contre tout. Envers et contre tout, et je vais vous dire pourquoi envers et contre tout. Et au bout de 5-6 ans, qui était la durée de son mandat, il a détruit l'outil économique, qui a perdu 30% de son activité. Ce qui est quand même extraordinaire, et c'est un véritable exploit. Pourquoi C'était dû à quoi, ce côté buté, on va dire? Alors, à la fois, il savait, et il voulait faire tout seul. Et ils se savaient protégés. De toute façon, ces gens-là, c'est pour ça que je parle d'impunité, ils se savent protéger. C'est-à-dire qu'il sait qu'il ne craint rien, quelle que soit la décision qu'il va prendre. Et il ne craignait à ce point rien que un ancien ex-premier ministre très charismatique a essayé de le déloger parce qu'il commençait à faire du mal dans la région. Il n'y est pas arrivé. Il a buté contre le corps des ponts, et le corps des ponts a maintenu son membre dans le poste en question. Ça montre bien à quel point même le politique n'arrive pas à déloger des individus qui peuvent être défendus par des instances aussi... Oui, mais ce que vous nous dites, c'est qu'au fond, l'impunité, c'est pas un problème lié aux personnes, c'est lié au fait qu'il y a des grands corps qui sont plus puissants que les décisions politiques. Ils bénéficient, étant membres en fait de ce corps-là, ils se savent intouchables. Ce qu'on appelle le deep state. C'est-à-dire des États dans l'État qui dirigent l'État à la place des élus. Et qu'est-ce que vous dites, parce que je vais comme vous taquiner. Mais c'est ce que j'attends. Au fond, le sujet qu'on a, c'est qu'il y a trop d'États. C'est pas qu'il y a des gens butés, il y en a partout. Je veux dire, c'est pas propre aux énarques. Il y a aussi des petits fonctionnaires à qui vous dites fais pas comme ça et qui éternellement comptent, et vous pouvez pas les virer. Voilà, il faut pas. Je vais présenter autrement. Ce dont je me méfie dans le discours anti-énarque que moi-même je porte, c'est le côté oui, mais alors, le problème c'est les énarques et les petits fonctionnaires, eux, c'est des braves gens. Et qui sont géniaux, et ils sont étouffés par des puissants Moi, je pense qu'il y a aussi des petits fonctionnaires qui sont bêtes, feignants, de mauvaise foi, bornés, etc. Et pas seulement fonctionnaires, enfin, dans toute la société. Dans toute la société. Au fond, ce qui pose problème, c'est pas les gens, c'est le fait que la République soit désormais pilotée par des corps de fonctionnaires. Tout à fait. Et que l'État se mêle de tout, avec des fonctionnaires qui sont protégés, qui se protègent entre eux. Mais tout à fait, c'est exactement ce que j'ai identifié, et des politiques qui n'ont pas le pouvoir de corriger ou d'encadrer ces grands corps qui vont effectivement avoir un pouvoir qui est exorbitant aujourd'hui. Comment vous expliquez que les politiques n'aient pas ce pouvoir ? Alors, à la fois, je pense qu'ils n'ont pas la force aujourd'hui de se confronter à ces corps-là qui ont aujourd'hui une puissance qui dépasse celle des ministres, par exemple. Et ce que je vois aussi, alors je vais vous donner un exemple, la réforme qu'avait annoncée Emmanuel Macron en avril 2019, où il avait annoncé, après la révolte des Gilets jaunes,
comme si c'était une réponse en fait à la révolte des Gilets jaunes, qu'il allait casser le système des grands corps d'État. Il a fait quelque chose par rapport à l'ENA, qui est ce que c'est, et puis il a buté contre le corps des mines et le corps des ponts, qui lui a répondu non. Nous, on n'accepte pas, on veut garder notre position absolument unique et tout à fait distincte de l'ensemble des autres corps. Et vous pensez qu'il aurait fallu supprimer le corps des ponts et le corps des mines? Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut supprimer le corporatisme. Y compris le corps diplomatique, parce que j'en profite aussi pour taquiner certains de nos lecteurs qui disent « Ah, Macron, l'énarchie, etc. » Mais quand Macron a dit « on supprime le corps diplomatique », plein de ceux qui disaient « ah bah l'énarchie », on dit « ah oui, mais alors le corps diplomatique, il faut le protéger ». Oui, tout à fait. Donc, voilà. Moi, je suis contre, effectivement, un fonctionnement corporatiste poussé à l'extrême, comme il est aujourd'hui à la tête de l'État, parce qu'il pervertit les hommes et il pervertit le système. Et c'est ça, je crois, une des grandes faiblesses aujourd'hui de notre État, et une des causes probablement aussi de la situation dans laquelle nous sommes, avec des effondrements de l'administration dans tous les domaines. Mais alors le sujet, est-ce que c'est supprimer les grands corps de l'État? Je n'ai aucun problème là-dessus, quoique. Bref, mais est-ce que le sujet, ça se limite à supprimer les grands corps de l'État? Ou est-ce que le sujet, ce n'est pas réduire le périmètre de l'action toxique de l'État et de ses corps? Parce que je vais vous dire ce qui va se passer. On va supprimer les grands corps, mais ils vont se reconstituer. Ce qu'on a chassé par la porte reviendra par la fenêtre. Est-ce que le problème, ce n'est pas que l'État se mêle de tout aujourd'hui? Alors, moi, j'ai une autre idée aussi, c'est que je me suis intéressé à la période 1939-1946, avec un personnage de grande envergure, un homme qui a été ministre de l'Éducation pendant le Front populaire, Jean Zay, qui, en 1939, a vécu la débâcle, et en 1940 a été interné par les milices françaises, et puis a eu le temps de s'interroger sur la raison du revirement à 180 degrés de l'ensemble de la classe des hauts fonctionnaires qui portaient allégeance au Front populaire et qui tout d'un coup a porté allégeance comme un seul homme au maréchal Pétain. Et il a réfléchi pendant 1, 2, 3 ans, et il a laissé des traces qu'il a pu transmettre au général de Gaulle, qui a créé avec Michel Debré en 1946 l'ENA, sur des bases en fait d'un recrutement tout à fait intéressant et qui n'existe plus aujourd'hui, qui était basé sur deux grands paramètres, à la fois recruter sur une aptitude intellectuelle capable de gérer la complexité. Ces gens-là doivent effectivement avoir cette aptitude intellectuelle hautement poussée, mais aussi avoir des qualités humaines tout à fait particulières, et il citait le courage, il citait l'abnégation, la foi dans le pays, etc., etc. Aujourd'hui, on ne recrute plus du tout sur ces critères-là, ou sur ces qualités personnelles-là. On va recruter uniquement sur des qualités intellectuelles. J'ai aussi un peu fait l'ENA. On recrute aussi sur l'adhésion à l'idéal européen, au sens de l'Union européenne, l'adhésion à la mondialisation, sur la capacité à soutenir des discours, la France n'est plus rien sans l'Europe, le multilatéralisme, etc. On recrute aussi sur ces bases idéologiques, en réalité. Ça, ce sont des bases idéologiques, oui. Le recrutement, à l'époque, il était sur des qualités humaines. Des qualités humaines prouvées par une expérience. Jean Zay était allé, et le général de Gaulle, allait jusqu'à préférer recruter des gens qui avaient pu passer par des camps de prisonniers ou qui avaient effectivement fait la résistance, etc. Donc là, on avait des gens qui étaient effectivement forgés à l'expérience de la vie, à une expérience dure, et ils étaient forcément plus solides pour défendre leur pays par la suite, dans le cadre, et ils étaient imprégnés de conviction. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai vu parmi les hauts fonctionnaires que j'ai croisés, c'est que le mot de conviction est plutôt une tare, et la grande qualité, c'est d'être souple. La souplesse, c'est la grande qualité, être capable de changer de conviction du jour au lendemain pour adhérer à un discours. L'obéissance. C'est l'obéissance. À une idéologie qui peut changer du jour au lendemain ou en fonction des hommes que l'on sert.
Alors, je vais quand même reprendre, parce que moi, tout le monde sait, mes lecteurs le savent, que je dénonce la culture de l'obéissance dans la haute fonction publique. Mais il y a un sujet de fond. Moi, par exemple, je suis passionné par les ports maritimes. D'ailleurs, je fais une révélation sans intérêt, mais parce que j'étais à l'ENA, j'ai bataillé pour les ports maritimes. Est-ce qu'au fond, si on regarde, la France a une exposition maritime extraordinaire, et elle a des résultats en termes de trafic portuaire totalement déplorables par rapport au port de Rotterdam, au port d'Anvers. Certains bateaux préfèrent aller jusqu'à Rotterdam et pour que la marchandise soit ramenée à Marseille par voie de terre, c'est-à-dire avec des camions, parce que le port de Marseille vous connaissez bien le sujet. Est tellement noyauté par la CGT et par l'État que c'est insupportable. Oui. Tout le monde sait qu'il y a une mafia des dockers à Marseille qui fait régner la terreur. Est-ce que le sujet, ce n'est pas qu'il faut à un moment donné sortir la politique portuaire du domaine de l'État? Est-ce que ce n'est pas l'État et cette croyance des hauts fonctionnaires dans la route, dans la terre, et cette méfiance qu'ils ont vis-à-vis de la mer qui empêche les ports maritimes de se développer? Et au fond, est-ce que le sujet, c'est pas la bêtise des énarques que vous avez croisé, c'est le fait que l'État s'occupe de politique portuaire tue la politique portuaire? Je crois que la politique portuaire est stratégique et doit être un sujet d'État. Elle est absolument stratégique. Par contre, un sujet d'intérêt général. Et un sujet d'intérêt général. L'État n'est pas le seul porteur de l'intérêt général. Non, et des régions peuvent les porter aussi. Mais comme vous l'avez dit, plein de gens brillants qui sortent de l'école des ponts sont partis dans le privé parce qu'ils croyaient à l'intérêt général. Oui. Donc des entreprises peuvent croire à l'intérêt général. Oui, mais ils sont partis dans des entreprises où là, l'intérêt général, c'est plus l'intérêt général, c'est l'intérêt de l'entreprise. Mais ils croyaient à l'intérêt général. Bon, mais déçus, ils sont partis. Je crois que les ports sont tellement stratégiques qu'ils doivent rester dans le giron de l'État. Seulement, il faut que l'État s'en occupe. Et il faut que les gens qu'il positionne dans les positions de décision s'en occupent et gèrent ces ports. Quand vous avez dit tout à l'heure, effectivement, que les navires font le tour de la France et rejoignent le Benelux et l'Allemagne, je cite deux chiffres que vous avez certainement vus en début de mon livre. Entre 2000 et 2019, l'évolution du trafic portuaire a été de 0,25%. C'est catastrophique. L'évolution du trafic maritime mondial a été de 100% sur la même période. Or, les échanges commerciaux sont portés par le trafic maritime à 90%. Ça veut dire qu'il y a une manne considérable que l'État a sacrifiée. Que, on va dire, l'État a sacrifié. Parce qu'on doit dire non, c'est les énarques. Non, que la l'État gestion, sans les énarques serait mieux. Que la gestion. Moi, je ne parle pas des énarques. Voilà. Je parle d'un corps, en fait, qui est aux commandes et qui n'a pas géré ces ports-là. Qui n'a pas du tout géré ces ports-là. Et ce que je montre, en fait, dans le livre, c'est tout un tas d'anecdotes où je croise, en fait, ces gens-là dans des réunions qui sont considérées comme importantes, où la stratégie n'est pas du tout évoquée, où des sujets mineurs sont évoqués, où en fait c'est la franche rigolade, et on porte plus d'attention à la petite carte de vœux signée par le ministre ou par le président de région. Très important, plutôt qu'à se parler de stratégie portuaire. Voilà. Elle est définie par en réalité, je vous taquine, mais la stratégie portuaire, elle est définie à Bercy, et pas localement. Mais elle finit par être définie à Bercy parce que les ports sont des postes de coût, mais elle devrait être définie en amont au niveau du ministère des Transports, voire plus haut, parce que ce sont des places absolument stratégiques pour les échanges de marchandises et aussi structurateurs de l'aménagement du territoire. Donc pourquoi aussi le fret ferroviaire s'est dégradé tellement en France et que l'on n'a pas cet outil en fait en France pour améliorer la transition écologique, parce qu'aujourd'hui on est passé sur le tout camion, on a tellement cassé le fret ferroviaire parce que les ports ne fonctionnent plus. Il s'est cassé tout seul. Les blocages de la SNCF, le pouvoir syndical à la SNCF a fait que le fret ferroviaire n'a pas été compétitif. C'est quand même d'abord un sujet d'implantation syndicale. Oui et non. Si les ports avaient compris que la liaison avec le fret ferroviaire était majeure, à la fois pour se développer eux et pour développer le fret ferroviaire, on donnait plus de travail aussi à l'ensemble syndical,
Et on rentrait dans une spirale plus Je ne suis vertueuse. pas sûr que l'employé moyen, le cheminot moyen de la SNCF rêve d'avoir plus de boulot, vous voyez, parce que de toute façon il est sûr d'être payé. Alors si vous me dites on leur aura donné plus de boulot, je pense que vous avez précisément donné la cause du blocage. Non, mais il y aurait plus. Je taquine, mais en même temps c'est vrai. Plus de recrutement aussi, c'est-à-dire une entreprise qui se porte mieux, on va dire. Moi, ce que j'ai vu, on dit effectivement les ports français sont tués par la CGT. Donc ça, c'est le... Pas tous, mais le port de Marseille, oui. Oui, mais par extension, c'est ce qui se dit, puis ça permet, comme ça, au corps de Ce dire... n'est pas ce que j'ai dit. Moi, je dis le port de Marseille est tué par le pouvoir exorbitant des dockers de la CGT. Qui existe, effectivement. Mais Bordeaux, je vous coupe parce que je ne veux pas qu'il y ait de malentendus. Par exemple, le port de Dunkerque, qui a été relativement ouvert avec une intégration de statuts proches de ceux des dockers de d'Anvers, est un port qui globalement fonctionne mieux. Voilà, donc je ne souhaite pas... Par nécessité, parce que il est à quelques kilomètres du... Donc je ne souhaite pas qu'on faire croire que je fais une généralisation abusive des problèmes portuaires en France. C'est vrai, mais dans l'esprit de la population, la généralisation existe. Moi, ce que j'ai vu, et je pense que si les ports n'étaient pas dans un si mauvais état, parce qu'aujourd'hui ils vivotent en fait année après année. S'ils n'étaient pas dans un si mauvais état, s'ils avaient suivi la courbe des échanges en fait commerciaux internationaux maritimes, probablement qu'il y avait tellement de travail et tellement effectivement qu'on aurait eu un statut probablement des travailleurs portuaires assez semblable à celui qui existe dans le Benelux. Ces gens-là attendent avant tout de pouvoir travailler et de pouvoir faire travailler leurs enfants, leurs neveux, etc. Bon, il y a un système particulier, mais c'est le même dans le Benelux et c'est le même en Allemagne. Vous voyez ? Et aujourd'hui, moi, ce que j'explique... À cette différence près, si vous me permettez de vous interrompre, bien sûr, pour ouvrir le débat, que Rotterdam et Anvers, de mon point de vue, sont deux figures différentes, oui. Mais dans les deux cas, les ports sont portés par des structures locales, territoriales. Tout à fait. Ce sont les entités communales ou départementales qui misent sur l'activité portuaire. Tout à fait. Alors qu'en France, c'est l'État. J'y arriverai à lui faire dire. J'arriverai à lui faire dire. C'est l'État pour 7 d'entre eux. On est d'accord. Voilà. Dont celui dont vous dépendiez. Certainement. Voilà. Je parle d'un grand port, effectivement. Donc, ce que je voulais dire, c'est que dans le monde portuaire, vous avez finalement deux pôles qui sont miroirs l'un de l'autre. Le pôle des corps des ponts et le pôle cégétiste, enfin, du syndicat majoritaire. Et tous les deux, finalement, fonctionnent... Sont les deux faces du même blocage. Eh ben oui. J'arrive à lui faire dire. Mais c'est exactement ce que je voulais dire. Mais voilà, je trouve qu'on est d'accord. Et c'est l'analyse que j'ai faite. C'est l'analyse que j'ai faite. Finalement, la CGT a copié aussi un mode de fonctionnement qu'elle a vu au niveau supérieur, avec un corps des ponts dans l'impunité. Et le syndicat majoritaire est aussi dans l'impunité, avec un fonctionnement ultra-corporatiste. Alors, pour terminer cette interview, parce que en fait, les ports me passionnent. Moi aussi. Et donc, pour vous taquiner encore une dernière fois, est-ce qu'au fond, le port, il y a deux ports qui, de mon point de vue, marchent très bien en France, c'est le port de Strasbourg et le port de Paris. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat ? Je ne sais pas vous dire. Alors je vais continuer. Je ne sais pas vous dire. Est-ce que le fait que les ports fluviaux en France dépendent des collectivités ou des organisations locales, professionnelles, du tissu économique local, n'est pas la solution pour régler le problème que vous dites, c'est-à-dire que les grands corps, en réalité, c'est une institution depuis l'Ancien Régime. Le sujet, c'est pas de les supprimer. Le sujet, c'est de les contourner ou de les neutraliser, en donnant le pouvoir à d'autres qu'à l'État. Oui, alors après, vous les aurez ailleurs. Nous sommes tout à fait d'accord. C'est le sparadrap du capitaine Haddock. C'est le sparadrap, parce que vous les aurez ailleurs. Alors, il y a effectivement cette idée de réforme au niveau portuaire français d'une régionalisation des ports.
Hein, à l'instar de ce qui se passe dans le Benelux ou alors en Allemagne, je ne sais pas, mais dans le Benelux, Enfin, oui. dans le Benelux, c'est même une communalisation des ports, puisque le port d'Anvers est en réalité porté par le Grand Anvers. Oui, voilà. Voilà. Alors, il y a des présidents de région qui poussent effectivement beaucoup à récupérer donc les ports et les gérer. C'est une solution pour vous ou pas? Ça peut être une solution, effectivement, ça peut être une solution. Tout le diable sera dans le détail du transfert. Parce que, vu le montant des investissements à réaliser, le montant des rattrapages à réaliser, le montant et la quantité de réformes à réaliser, c'est pas forcément un très beau cadeau. Alors, on va conclure, mais je vais donner ma conviction, mais vous allez rebondir sur ma conviction. La France, les Français de l'intérieur, comme disent les Alsaciens, ne se vivent pas comme une puissance maritime. En réalité, la puissance maritime n'a de sens que dans le libre-échange. Et les Français sont fondamentalement protectionnistes. Et ma conviction, c'est qu'aussi le problème du développement portuaire, c'est pas seulement les grands corps de l'État, c'est aussi que les Français, ils préfèrent le village avec ses champs, son autarcie alimentaire, plutôt que ces grandes machines qui permettent de faire du commerce international. Oui, non, moi j'ai vu beaucoup de gens, en tout cas, vous voyez, quand un port de commerce est implanté dans une ville, c'est une véritable attraction pour l'ensemble des habitants de la région, etc. Et oui, ils sont fiers de leur port, ils sont fiers de cette activité. Ce que j'ai observé, c'est que pendant des décennies, ceux qui dirigeaient les ports considéraient que leur mission, elle était uniquement tournée vers la mer. Donc ils bétonnaient des quais. On bétonne des quais et ça fera bien venir des clients. La culture de l'Hinterland. Sauf que les clients ne venaient pas le canal Seine-Nord attirés par le béton. Et c'est en fait tout ce que je raconte aussi dans mon livre, à quel point il a fallu donc batailler pour se tourner, comme vous dites, vers l'Hinterland et créer des liens avec le mode ferroviaire qui est la solution pour développer les ports. Et ça, c'était pas dans la culture du corps des ponts qui avait comme... Est-ce que c'est dans la culture des Français? Le ferroviaire, oui. Mais je suis convaincu. L'ouverture vers le commerce international? Je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai toujours vu des gens tout à fait admiratifs du fonctionnement des ports. Ce qui est sûr, c'est que l'opinion publique a une très mauvaise, connaissance des ports et une très mauvaise image des ports français. Ce qui n'est pas le cas dans le Benelux, par exemple. Mais par contre, les habitants, ceux qui habitent autour des ports, sont fiers de leurs ports. Nous sommes d'accord. Bon, lisez son livre, et ça vous nourrira dans votre compréhension de ce qu'est la caste. Je suis très content de voir que des livres se sont sous-titrés par allusion à la caste, pardon. Et à très bientôt, j'espère. À très bientôt. J'adore Merci. les questions portuaires, donc en fait, je pense très bien de faire un jour une question portuaire. Quand vous voulez. Quand vous voulez. À bientôt. À bientôt.